Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est en direct. C'est parti. Merci beaucoup d'être présents avec nous. Désolé pour le petit souci technique qu'on a eu avec l'envoi des liens de confirmation. Bon, on est la grande majorité. Certaines personnes vont encore arriver, mais on peut commencer. Donc, je suis Grégory Poincenet. Pierre Charrier est également avec nous en pull col roulé. Visiblement, à Lyon, il fait un petit peu plus froid. Donc, on est les cofondateurs de Sorry Children et de cette campagne La Pire Excuse avec notamment Joseph Elie. Et on a la grande joie d'avoir avec nous 3 participants à cette campagne que je vais très rapidement présenter, mais ils se présenteront également. Donc, Amandine Le Breton, qui est directrice du plaidoyer de la prospective à la Fondation Nicolas Hulot. Serge Papin, qui est consultant aujourd'hui, qui a été PDG du groupe Système U pendant des années. Et Pablo Servigne, qui est chercheur interdépendant, si je ne me trompe pas. Alors, on va, pendant 1 heure, va y avoir un échange avec nos 3 participants, essentiellement sur la partie agriculture, alimentation, résilience alimentaire, comment en période de crise, comme on vit aujourd'hui, mais peut-être encore plus demain, on peut continuer à nourrir les territoires. On va parler donc de ça essentiellement. On peut sortir un petit peu du cadre du sujet, notamment via vos questions. Donc pendant 1 heure, on va d'abord entrer sur les pires excuses de nos participants et voir comment ils réagissent par rapport à ce moment-là, par rapport à leurs pires excuses. Ensuite, il va y avoir une discussion entre les 3 participants. N'hésitez pas là à commencer à poser vos questions. Et dans la dernière demi-heure, on va prendre vos questions et on essaiera d'en relayer le maximum. Sachant qu'essayer peut-être d'être assez concis dans les questions et si possible de les proposer à une personne en particulier. Voilà, donc Serge, on commence par toi. Comment est-ce que ça va? Et comment, donc, est-ce que par rapport à ta pire excuse, que peu de personnes ont vu, puisque tu as été le tout dernier à rejoindre la campagne avant le confinement, comment est-ce que tu réagis un petit peu par rapport à ça? Alors, bonjour à tous. Alors, comment ça va? Pas trop mal, hein. Je suis surpris, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. On se surprend parce qu'on passe d'une vie où on était en mouvement à une vie où on est à l'arrêt. Évidemment, ça emmène à réfléchir sur, et peut-être ça sera cohérent avec ce qu'on va dire sur ce qui va se passer après. Et donc, c'est un moment intéressant, moi qui ne me suis jamais arrêté de ma vie. Bah voilà, là, j'y suis contraint, forcé, et j'essaie d'en tirer un bénéfice pour moi-même et puis pour peut-être des contributions, fussent-elles modestes. Alors, pour revenir à la pire excuse, je ne sais pas si les, les gens voient la photo parce que c'était en fait, moi je la vois pas, hein, c'est juste, il y a sur le panneau, Je la vois pas non plus. hein, voilà, il y avait marqué, Pardon. elle est pas, Elle est voilà. pas... Alors là, on voit pas la photo, mais en fait, il faut imaginer sur la photo, il y a, voilà, nous avons tout consommé. Bon, évidemment, quand on a été acteur dans la grande distribution et bon, même si c'était, moi, c'est un mouvement coopératif hein, que j'ai dirigé, évidemment, ça a du sens aussi, comment dirais-je, d'une certaine manière, de se servir de cette caricature. Parce que moi, je crois beaucoup que le commerce, donc l'alimentation en l'occurrence, finalement est le reflet d'une époque. Et moi qui suis le plus ancien ici, j'ai participé quand j'ai pas fait d'études, hein, et je me suis retrouvé embarqué en suivant mon prédécesseur d'ailleurs, hein, Claude Jaunet, qui m'a embarqué avec lui, j'avais 19 ans. Et en fait, on avait l'impression à l'époque d'une grande utilité, parce qu'on rendait la consommation accessible. C'est-à-dire, moi j'étais dans les années 70, hein, je suis rentré en 75, je ressentais bien à l'époque cette avidité de consommation. Et je me disais, au fond, eh ben, allons-y.
youpla boum, on va ouvrir des magasins. On ouvrait en Bretagne, à Ploërmel, par exemple, des petits supermarchés. Et il faut imaginer à l'époque, voilà, on était assez fiers de nous dans ce qu'on faisait, parce qu'on avait l'impression d'être utile et au fond de correspondre à l'époque. Et voilà, moi en plus, j'avais la vision de défendre aussi des familles, hein, puisqu'on était en coopérative et que ça pouvait être une alternative aussi. C'était pour Système U, ça existe depuis 1894. Donc, je me disais, on est moderne finalement. Et puis, on a tout consommé, donc nous avons tout consommé. Moi, j'ai été confronté dans ma rencontre notamment avec Jean-Marie Pelt. 2005, je prends la présidence de Système U et mon père est décédé assez jeune d'un cancer et je m'intéresse à la genèse de cette maladie et j'y vois assez vite en m'informant un lien entre ce qui se passait dans ce domaine des maladies dites de civilisation, dont le cancer, dont le diabète, dont l'obésité et autres. Je regarde aussi ce qui se passe dans le domaine donc de l'agriculture, etc. Et Jean-Marie Pelt, avec qui je fais le bouquin Consommer moins, consommer mieux, donc en 2009, m'amène à réfléchir différemment. Et à partir de là, changement d'époque. Et donc, on passe de nous avons tout consommé et je me rends compte que on va vers un désastre à cette époque-là. Et j'essaie, à ma manière, de détourner un peu l'avion en étant dedans et en essayant de faire en sorte de changer cette consommation quantitative pour essayer de la faire évoluer vers une consommation beaucoup plus qualitative et donc qui soit beaucoup plus réconciliatrice, qui réconcilie avec la planète, avec la santé, avec les paysans, avec les transformateurs aussi. Voilà. Et donc, je suis passé d'un stade où j'étais fier d'être utile à une société qui était avide de consommation, à, comment dirais-je, une prise de conscience et qui est raccord avec l'époque aussi, parce que l'époque, au fond, maintenant, elle demande aussi ça. Elle demandait pas ça de la même manière. Et d'ailleurs, Pablo et Amandine qui vont s'exprimer sont des gens de leur époque. Moi, quand j'avais leur âge, si j'avais leur âge aujourd'hui, je serais dans dans cet engagement-là. Mais à l'époque, on était. C'est pour ça qu'il faut pas non plus. C'est ce que je disais avec Jean-Marie Pelt. Il faut pas pointer du doigt. Il faut essayer de corriger les choses. C'est ce qu'il faut. Il faut prendre conscience. Mais il faut pas chercher systématiquement des coupables. Alors évidemment, la pire excuse, c'est un aveu d'une certaine manière. Mais quand même, à partir du moment où on a cette lucidité, cette conscience, et je pense que de plus en plus de gens, y compris de ma génération, l'ont cette conscience et ils ont envie que les gens changent. C'est pour ça que je suis content aussi de voir ce que font Pablo et Amandine et assez heureux de partager ce débat avec eux aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Serge pour cette introduction. Amandine, bonjour à toi, comment vas-tu? Et je partage donc ta pire excuse également. Alors bonjour à tous, je suis vraiment cet après-midi. Donc en effet, moi je travaille à la Fondation Nicolas Hulot depuis 12 ans maintenant. Et je me suis occupée des questions agricoles pendant 8 ans puisque je suis agronome. Et donc j'ai suivi en fait d'où j'étais et d'où je suis les évolutions de la perception des citoyens du système alimentaire et agricole dans lequel ils sont, les politiques publiques sur le sujet. Donc voilà, c'est un regard qu'on va partager cet après-midi, donc je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Donc pour répondre à ta question, Grégory, ça va bien, parce que j'ai la chance d'être confinée dans un endroit
à la campagne, dans le vert, et voilà, j'ai accès à la nature, donc ce qui n'est pas rien, et j'en suis absolument consciente, donc tout va bien. Du coup, la question qui est posée, c'était voilà, est-ce que ce contexte de crise et de confinement renforce donc ma pire excuse qui est, je crois, il est trop en l'humain. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ça, c'est-à-dire que ce qui est assez fascinant dans la période dans laquelle on vit, c'est que la moitié de l'humanité est confinée et que finalement, après, on va dire les 2 guerres mondiales, c'est le seul moment où un événement a une résonance comme ça globale. Et c'est vrai que quand on travaille depuis quand même pas mal d'années à expliquer la question de l'effondrement de la biodiversité ou de la lutte contre le changement climatique sont des questions globales, cet état de fait qu'on vit aujourd'hui voilà, pose beaucoup de questions, puisque ça interroge sur d'où vient la crise, et ce qui a un lien évidemment avec cette crise écologique, on pourra en reparler, mais aussi voilà, quel a été le moteur, au-delà du moteur politique, qui fait qu'aujourd'hui, il y a malgré tout une moitié de l'humanité confinée qui comprend l'enjeu sanitaire qu'il y a derrière, et donc qui finalement agit pour faire front collectivement à cette crise. Et ça, c'est assez intéressant à analyser, parce que la question, c'est de savoir, forcément avec d'autres leviers, mais comment on fait pour globaliser une prise de conscience sur le climat, et globaliser une prise de conscience sur la perte de biodiversité. Donc voir une forme de conscience commune, même si elle est évidemment dirigée, orientée et pilotée, voilà, ça c'est le premier point qui m'interpelle dans ce contexte, mais comme vous, j'imagine. Le deuxième point par rapport à la place de l'humain, c'est la question de la mobilisation des personnes, notamment ceux en première ligne de la crise sanitaire, évidemment tout le personnel hospitalier, mais aussi voilà, les agriculteurs et les personnes qui sont dans le système on va dire alimentaire, et qui font qu'on peut se nourrir en confinement chaque jour, mais aussi tous les métiers qui sont en première ligne. Et en fait, cette mobilisation, on va dire, une forme de mise au front, et je trouve assez exemplaire et presque voilà, enfin, touchante, c'est pas le mot, mais voilà, renforce une conviction qui est que finalement, une société peut réagir dans un contexte de crise et se mettre en branle et s'organiser pour répondre à une crise collectivement et faire en sorte que cette société fonctionne. Donc par rapport à ça, clairement, ça renforce cette croyance en l'humain. Et puis, ce qui est pas anodin, c'est ces soutiens, même si c'est un soutien symbolique qu'on voit à 20h tous les soirs aux fenêtres des maisons, puisqu'il y a une forme de prise de conscience aussi de cette partie de la population qui s'engage chaque jour pour faire en sorte que cette crise soit moins pénible pour tout le monde. Mais la question que ça pose pour moi plus largement, qui fait écho justement à ma pire excuse, c'est plutôt la suite. C'est plutôt la question de la capacité à faire face. Est-ce que cet humain qui a un électrochoc, pour reprendre un mot qui vous est cher, est-ce que cet électrochoc est assez profond pour faire en sorte qu'on prenne le temps de se poser les bonnes questions, et puis surtout en sortie de confinement, et même si c'est progressif, d'installer les petites tendances qu'on peut observer à une forme de relocalisation, à une forme de prise en compte du lien social qui nous manque. Voilà. Est-ce que ça va perdurer? Et donc, la question, c'est pas tant pour moi, est-ce que cette crise renforce ma pire excuse? Est-ce que la sortie de crise va la confirmer ou la renforcer? Et je pense que c'est tout l'enjeu de la question à venir. Parce qu'évidemment, moi, j'imagine ça comme un carrefour. On est devant 3 portes. Il y a une porte où on a une projection qui fait que on s'est suffisamment posé la question pour se projeter dans une société qui puisse faire face aux enjeux écologiques et sociaux. Mais il y a 2 autres portes. Il y a une porte qui peut s'appeler statu quo, où finalement on change rien, on revient au fonctionnement d'avant, et donc on va devoir faire face à d'autres crises de plus en plus importantes. Il y a aussi une dernière porte qui est qu'on opère des reculs, qu'on accélère encore les phénomènes qu'on observe. Donc voilà, ma question, c'est est-ce que cette pire excuse, elle va être confrontée à quelle porte elle va être confrontée, et voilà, est-ce que ça tiendra à l'avenir? Parfait. Merci beaucoup, Amandine. On aura l'occasion de développer tout ça après. Pablo,
Alors, ta pire excuse, il me semble que c'est une pire excuse assez. C'est j'en avais rien à foutre. C'est drôle, hein? C'est ça, hein? Là, ça marche. Ouais. Quand vous m'avez présenté le projet de photo, c'était qu'est-ce qu'on voudrait vraiment pas dire à nos petits-enfants dans 20 ans, quoi. Ou plus. Et ben moi ça je voudrais pas leur dire. C'est précisément l'inverse que depuis 10 ans j'ai tout fait. Je me suis impliqué corps et âme dans l'information par rapport aux catastrophes, aux ruptures, voilà, tout ce qu'on a appelé la collapsologie, hein, la connaissance sur les catastrophes et les effondrements. Et pour moi, c'est ça, quoi. C'est un rôle de lanceur d'alerte, de prendre soin des populations, d'informer un maximum de gens pour pouvoir se préparer le plus tôt et le plus sainement possible, le plus collectivement possible, pour pas qu'on se tape dessus quand les temps seront trop difficiles. Et c'est justement ça, c'est l'inverse, quoi. Moi, les catastrophes, j'en ai quelque chose à foutre aujourd'hui depuis 10 ans, et ça continue avec la crise la pandémie, avec le Covid. Ça montre bien tout ce qu'on disait depuis 10 ans, c'est-à-dire que pour reprendre le thème des systèmes alimentaires, parce que je suis agronome, donc c'est mes premiers amours entre guillemets. Quand je suis sorti du monde de la recherche en 2008, j'ai fait de l'éducation populaire et j'étais donc déjà agronome, mais je me suis dirigé vraiment à fond vers l'agroécologie, la permaculture et d'autres manières de produire, de faire de l'alimentation. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert toute cette question de la résilience, des catastrophes, qu'en fait nos systèmes alimentaires étaient très très vulnérables et très fragiles plutôt, très toxiques, pardon, et très vulnérables. Et c'est un paradoxe, la vulnérabilité qu'on voit difficilement parce qu'on a l'impression que nos sociétés sont très puissantes, qu'elles dépendent elles sont basées sur les énergies fossiles, sur une puissance démesurée. Et en fait, on est un colosse au pied d'argile. Donc, on voit très bien avec cette crise comment les chaînes d'approvisionnement à flux tendu, l'absence de stock, comment la précarité, etc., rend très vulnérable notre société. Et donc, ça, c'était en 2013, j'avais fait un rapport pour le Parlement européen qui s'appelait « Nourrir l'Europe en temps de crise », justement. Et ça date déjà, mais ça a pas pris une ride. C'est-à-dire, c'était Yves Cochet qui m'avait demandé, il était eurodéputé, il m'avait demandé de penser l'avenir de l'agriculture, ou plutôt des systèmes alimentaires. On va définir système alimentaire comme toute la chaîne du champ à l'assiette, même aux toilettes, même après l'assiette, en passant par la distribution, donc l'agriculture, la demande, la cuisine, tout, la gestion des déchets, etc. C'est énorme le système alimentaire. Il n'y a pas que les agriculteurs, il n'y a pas que l'agriculture. Et donc tout repenser sous l'angle de la résilience, ça veut dire sous l'angle des catastrophes, en fait. Il faut tout revoir. C'est ça que j'avais découvert. Et ce qui me passionne depuis, c'est les risques de rupture. C'est comme on est dans une société de continuité, on va changer à l'horizon 2050, on va progressivement sortir des énergies fossiles, peut-être sortir du nucléaire, faire une transition. Tout ça, c'est continu, c'est des objectifs continus. Et toute notre politique, toute notre manière notre gouvernance, notre manière de décider est basée sur une certaine continuité. Or, on arrive dans l'époque des discontinuités, des ruptures, de l'incertitude, des catastrophes, des signes noirs, des événements imprévisibles. Et la pandémie en est un très bel exemple. Personne n'avait vu venir. Certains scientifiques le savaient, personne n'y croyait et personne s'est préparé à ça. Et là, on voit bien le manque de préparation est criminel, quoi.
Donc ça, c'est une crise sanitaire et ça peut déboucher sur des crises alimentaires parce que ça met en tension nos chaînes d'approvisionnement, les stocks, etc. Et l'agriculture, la main-d'œuvre, les routiers, plein de choses qui sont, c'est une crise systémique. Donc voilà, j'en ai plus que jamais quelque chose à foutre et il y a beaucoup de pain sur la planche. Aujourd'hui, très rapidement, mais parce qu'on en parlera dans la suite, mais je pense qu'il faut revoir nos politiques entièrement, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir Serge et Amandine sur comment on conçoit des systèmes alimentaires, comment on change, comment on prend un virage par rapport aux années 70, aux années 80, aux années 2000. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau dans le sens de préparation aux ruptures. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique à la fois de continuité, il faut continuer à faire manger les gens, quoi, approvisionner les gens, mais en même temps, il faut réfléchir à comment on fait s'il y a des grandes sécheresses, s'il y a des pertes immenses au niveau agricole, eh ben, il faut que les systèmes de distribution tiennent le coup avec des stocks. Et comment on fait s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus de système de distribution? Il faut que les systèmes agricoles tiennent le coup pour nourrir la population. On a besoin des deux pour tenir le coup si l'un des deux est défaillant. Et les ruptures, elles peuvent venir de partout. Ça peut être des pandémies, mais ça peut être des grèves massives, ça peut être un manque d'essence, ça peut être un blackout. Imaginez un blackout pendant 10 jours à Paris. Donc c'est quelque chose d'impensable au niveau alimentaire, au niveau de l'approvisionnement en eau, etc. Donc penser à la fois les continuités et les discontinuités, voilà l'enjeu en tout cas politique au niveau des systèmes alimentaires. J'aurais plein de propositions à faire, mais on va faire tourner la parole. Ouais, mais on va les voir tout à l'heure justement. Donc merci à vous trois d'avoir confronté ce moment avec votre pire excuse. Donc là, pour vous, on est dans un épiphénomène de notre histoire. On est dans un moment clé. On est dans un moment charnière où on est dans le début, en effet, Pablo, de ce qu'on appelle le début d'un effondrement de civilisation. J'ai juste une question technique avant de répondre. Est-ce que, parce que par rapport à ce que Amandine et Serge ont dit au début, j'ai des questions, je les réserve pour après ou... Tu as des questions? Vas-y. Je les note, hein. Je les garde pour plus tard, mais on répond à ta question et après on reviendra, on part sur... Moi, je lance ça, mais organisez-vous, auto-organisez-vous. En revanche, on a perdu Serge. Ok. À souhaiter, on a perdu Serge. Je viens de le redemander en vidéo. Mais vas-y, si tu as des questions, Pablo, vas-y. Ah, Serge est de retour. Voilà. J'avais le son. Hein. D'accord. Ouais, ta question, donc la deuxième, c'était par rapport à cette pandémie. Est-ce que c'est un virage, une rupture, une étape? Vas-y, Serge, si tu veux. On fait tourner. Oui, alors, moi, je crois que le virus, si on peut dire, il siffle la fin de la récré. On était déjà, me semble-t-il, sur une tendance de réterritorialisation où on s'apercevait des excès d'une agriculture productiviste et d'une agriculture très spécialisée où on fait des carottes dans les Landes, du cochon en Bretagne, de manière quantitative avec tous les inconvénients que ça a. On est parti sur depuis quelque temps déjà, sur une réterritorialisation pour faire en sorte que on puisse approvisionner dans des qualités plus intéressantes, en circuit court, notamment les métropoles, par exemple. Moi, j'avais dit d'ailleurs, c'est juste pour l'anecdote, mais quand j'ai quitté mes amis de Système U en 2018, il y a la question qui m'était posée, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit, écoutez, si j'avais 30 ans et que j'ouvrais un magasin, je ouvrais d'abord une ferme. Je prendrais une ferme et je vendrais les produits de ma ferme dans le magasin. C'était une image. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ça?
Mais non, mais alors c'est drôle parce qu'il y en a qui vont le faire. Et il y en a même qui ont commencé à le faire. Mais oui, parce qu'il y a besoin, finalement, d'intégrer les filières. Et ça sera une des réponses s'il y avait une catastrophe qui ne s'est pas exclue, hein, qu'on ait un reset qui vienne soit de problèmes climatiques ou autres. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que les filières, elles soient complètement réconciliées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur une espèce de contractualisme, c'est-à-dire la théorie du contrat, qui est le contraire du bézosisme, qui est la théorie de la plateforme, où c'est le règne d'Amazon. Mais la théorie du contrat, c'est des liens. C'est des liens entre des paysans, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs, qui aujourd'hui doivent aussi peser. C'est eux qui vont changer les choses. C'est eux qui vont faire peser les consommateurs, ou les citoyens d'ailleurs, et faire en sorte qu'on réconcilie et qu'on soit autonome à ce moment-là. Et que s'il y a des problèmes avec des circuits courts, on aura toujours de quoi s'alimenter et d'une manière complètement différente aujourd'hui, où on est en dépendance là. Parce qu'aujourd'hui, que s'il faut aller chercher, regardez, les fruits et légumes, on va s'en sortir parce que du coup, il y a une production française qui est là, mais la plupart des produits, des fruits et légumes venaient d'Espagne. Et donc, il y a des ruptures aussi parce que l'Espagne n'approvise plus, les frontières sont fermées. Donc, si on ne veut pas dépendre, il faut aller vers plus de proximité et plus de liens sur l'ensemble des filières, me semble-t-il. Ce sont des conditions pour répondre, peut-être que pour partie, mais pour répondre peut-être pour grande partie à ta remarque, Pablo. Donc, c'est la fin du modèle de la grande distribution, en gros. Mais ça avait déjà commencé depuis quelques années. Mais les distributeurs, ils sont, comment dirais-je, c'est pas eux qui inventent les choses. C'est pas eux qui. Si, un peu quand même. Ils ont créé une demande, ils ont créé le monde de la bagnole. Ils ont créé un système dont honnêtement, on est prisonnier. Oui, mais ils sont le reflet des attentes des gens. Je dis ça. Les attentes sont en train d'évoluer. Ce qui fera bouger les choses, ce qui fait bouger Macron, c'est quoi? C'est l'opinion. Ce qui fait bouger, et il voit bien aujourd'hui qu'il est obligé de bouger. Il va passer du côté jupitérien au côté coopération, Macron. Il t'a entendu, Pablo. Hein, il voit bien que c'est la voie, enfin même si c'est pas, il y a encore des progrès à faire, mais il voit bien que la voie est là. Et je pense que la grande distribution, elle est obligée de prendre des responsabilités et des engagements nouveaux. Toutes les entreprises sont obligées d'aller sur le bien commun. Il n'y aura plus de leadership d'aucune entreprise, d'aucune marque, qui ne sera pas sur le développement du bien commun. D'ailleurs, le gros problème, c'est que il faut quitter le rapport de force. Tous les dirigeants du monde du monde d'avant ont été configurés dans le rapport de force et dans la loi du plus fort. Et en fait, il faut qu'ils se transforment en médiateurs. C'est-à-dire, il faut qu'ils se transforment en réconciliateurs. Et c'est ça qui est pas simple. Et ils trouveront des nouveaux leaderships. Je vais vous prendre un exemple. Je connais bien, comment il s'appelle, Pascal de Murgère, qui est le patron de la Maïf. Ce type-là est un énarque. Il a pris la Maïf, assureur militant, blablabla, en 2012, je crois. Et à ce moment-là, une de ses collaboratrices, devant l'ensemble des collaborateurs, lui pose une question. Et lui dit, mais monsieur Pascal, si vous raisonniez plus avec votre cœur qu'avec votre tête, vous verrez que ça changerait les choses par rapport à la gouvernance. Et le type, ça l'a complètement bousculé. Et il a construit le leadership de la Maïf, qui est en train de devenir un des principaux assureurs sur la bienveillance. Donc ça veut dire qu'il a quitté son rapport de force qu'on lui avait appris à l'ENA et il gagne des parts de marché grâce à la bienveillance. Donc demain, c'est ça, je prends cet exemple parce qu'il est très concret, mais demain, les leaders seront des gens empathiques. Donc il faudra que les entreprises et singulièrement la grande distribution aillent sur le bien commun. Mmh.
Amandine, c'est ce que tu portes à la Fondation depuis des années, il me semble. Alors, plusieurs remarques. Je vais rebondir sur ce que dit Serge. Parce que là où je pense que dans toutes les, on va dire, communautés d'entreprises, ONG, etc., ou de citoyens, il y a toujours des pionniers. Et c'est vrai qu'à la Maïf, c'est extrêmement intéressant la manière dont elle a absolument changé, dont elle approche la société, sa relation à la société, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. En revanche, je pense que les politiques publiques ont un rôle pour généraliser ça. Autrement dit, je ne suis... C'est là où je le croyais trop en l'humain, qui est ma pire excuse intéressante. C'est que je suis d'accord avec toi sur l'état d'esprit. Je pense que plus personne ne peut être insensible aux signaux énormes qui sont envoyés en ce moment, mais aussi aux signaux faibles. Tout à l'heure, on parlait de Macron et voilà, il a utilisé les mots de résilience, de sobriété carbone. Bon, c'est des mots qui sont intéressants dans la bouche d'un président de la République qui se met lui-même en cause. Bon, on verra sur la suite, mais bon, il faut faire ça, dont acte. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a toujours des pionniers, il y a toujours des gens qui ne bougeront absolument jamais, et puis il y a toujours un cœur d'activité, un cœur de communauté qui attend des signaux, qui attend des signaux faibles, des signaux forts et des incitations. Là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que je pense qu'un chef d'entreprise de demain ne peut plus penser comme il le pensait avant, mais aussi pour le bien-être et la bonne santé économique de sa structure. Donc ça, c'est un enseignement très intéressant. La crise écologique, c'est pas juste pour faire plaisir aux écolos. C'est que économiquement, ne pas faire face à la crise écologique, c'est aussi un drame dans 5 ans, dans 10 ans sur beaucoup de secteurs. On pense à l'aviation, on pense au secteur auto. Je pense que s'ils s'y mettent pas tout de suite, ça va être compliqué pour eux très vite. Donc il y a bien sûr l'argument économique. Mais malgré tout, on est dans une telle urgence que ce qu'on porte à la FNH, et c'est sur quoi on travaille quand même beaucoup, c'est de se dire qu'on doit avoir des outils de politique publique qui soient absolument incitatifs pour qu'on n'ait pas toujours ces pionniers qui vont être probablement de plus en plus nombreux, mais qui restent malgré tout assez peu nombreux face à la masse des entreprises qui, eux, n'ont aucun souci à ne pas s'intéresser au bien commun. Et il faut des règles de politique publique, des réglementations, des investissements et des fiscalités qui soient absolument incitatives et très claires en termes de cap et en termes d'objectifs. Donc ça répond aussi un petit peu à Pablo tout à l'heure qui disait, voilà, il faut prendre le problème par les deux bouts, assumer qu'il faut une transition, mais anticiper les ruptures. Et ça, moi, je crois beaucoup à la place des politiques publiques pour faire ça. Parce que malgré tout, des acteurs économiques et sociaux, dans un contexte où ils ont beaucoup d'injonctions sociales, économiques, quotidiennes et du temps long, les élections entre-temps qui mettent un pic de discussions politiques et on les oublie pendant 5 ans, ben voilà, tout ça, c'est un certain nombre d'injonctions qu'il faut prendre en compte au quotidien. Je pense que l'État, et là on revoit d'ailleurs le renouveau de l'État stratège, de l'État central qui doit protéger les citoyens, qui doit protéger sa société, mais l'État a un rôle majeur à jouer pour que les pionniers dont on parle, et même s'ils sont plus nombreux demain, entraînent l'ensemble des acteurs économiques. Donc là où je crois qu'il y a vraiment un changement, enfin je suis d'accord avec toi, en revanche, si on veut que ça soit accéléré, etc., il faut clairement que la puissance publique s'en mêle, et c'est là où on a des difficultés entre le discours d'Emmanuel Macron et ce qu'on pourra avoir dans ce qu'on voit dans un plan d'urgence, par exemple, de 20 milliards pour le secteur de l'aviation qui est voté ce soir, et un plan de relance dans un second temps qui relance quoi? Qui relance quel secteur? Qui relance les secteurs vers quoi? Donc là, on va être mis à l'épreuve collectivement de savoir si vraiment, oui ou non, ces mots ont un sens dans la bouche du président de la République. Je laisse la parole tout de suite à Pablo, hein. Mais moi, je regarde un peu j'observe, on va dire, les entreprises évoluer et elles sont maintenant quand même de plus en plus, elles vont sur ce qu'on appelle la raison d'être. Bon, bah ça, c'est la loi Pacte quand même, hein, je dis pas que c'est parfait, mais bon, c'est quand même la loi Pacte qui l'a favorisé. Les collaborateurs, et ça c'est très important, il faut qu'ils trouvent leur raison d'y être. Et vous verrez que si les collaborateurs ne trouvent pas le sens, ils ne resteront pas. Et les collaborateurs, je pense aux jeunes. Donc ça c'est pour ça que les collaborateurs. Les gens qui travaillent dans ces entreprises. Hein, les gens qui travaillent dans ces entreprises. Raison d'être, c'est la mission d'entreprise. Raison d'y être, c'est le sens que vont trouver les collaborateurs. Ce qui fera la raison d'y venir du consommateur citoyen. Et on voit bien l'élément de réconciliation déjà entre raison d'être,
raison d'y être, raison d'y venir, raison d'y acheter. Et ça, c'est des choses qui sont, me semble-t-il, hein, je veux pas être dans un optimisme béat, hein, mais c'est des choses qui marquent ce que tu appelles, Amandine, des pionniers. Bah, on en voit, ils sont pas encore nombreux, hein, la communauté des entreprises à mission, c'est 100, une centaine ou 150 entreprises, pas forcément des grosses d'ailleurs, mais bon, ça avance quand même, ça avance. Hein, faut le signaler. Hein. Et voilà, surtout, on les entend de plus en plus. Et c'est ça qui est intéressant, oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement le pionnier d'il y a 20 ans, dont c'est le seul exemple dont on parlait. Là, en effet, comme tu dis, il y a une communauté qui se crée d'entreprises qui ont envie de faire autrement. Mais les injonctions nationales, mais surtout internationales, on entend parler de Kretinsky, ce Polonais qui rachète des actifs échoués, qui rachète les plateformes gazières en se disant que de toute façon, comme c'est pas cher maintenant, il se refera du profit après. Bon, voilà, l'humain est aussi fait de ça parce qu'on sait qu'il faut saisir ses opportunités. Donc, c'est là où je dis qu'il y a forcément besoin d'une autorité publique, on va dire, qui garantisse ces biens communs. Et d'ailleurs, vous avez vu, une enquête menée dans l'IB là il y a quelques jours, qui dit que 88% des Français aspirent à une sanctuarisation des biens communs sur l'air de qualité ou encore la biodiversité. Donc c'est intéressant cette dimension de bien commun qui est comprise, et c'est vrai que les entreprises vont devoir s'y. Non, mais c'est pas assez, 88%. C'est incroyable que 12% des gens ne pensent pas au bien commun. C'est insupportable. Il y a peut-être une question de définition aussi, hein. Un bien commun, c'est pas non plus. Enfin, je ne sais pas comment on a fait l'enquête, mais ce qui est intéressant là, c'est que justement la crise du Covid montre qu'il y a un grand retour des États souverains et que on se rend compte enfin que la fable de there is no alternative, mais non, on peut pas arrêter la machine, mais non, on n'a pas de pouvoir contre les banques, mais non, on n'a pas de pouvoir contre l'industrie. En fait, c'est des conneries. Il y a des leviers, et là, ils s'en sont emparés, ils ont même arrêté le monde, et c'est faisable, c'est juste faisable. On a là une expérience grandeur nature, qu'on a les leviers pour arrêter. Alors moi, dans mes conférences, je parlais tout le temps après, je réagis sur ce que vous avez dit, mais sur les exemples. Il y en a un qui m'a marqué, c'est parce que moi je suis à moitié colombien et j'ai été 6 mois en Amérique du Sud, justement quand je suis sorti du monde universitaire là. Et j'ai été voir à Cuba et au Venezuela, et ils faisaient des expériences d'agroécologie absolument magnifiques. Et c'est ça, en tant qu'agronome, moi qui suis agronome tropical, qui a été formé pour développer le Sud, entre guillemets, pour aller nourrir les pauvres, quoi. C'est vraiment ça qu'on nous a mis dans la tête. Et moi, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que à partir de ce voyage, j'ai vu l'Europe comme sous-développée. Elle a 15 ans de retard en agroécologie, l'Europe. Et donc, je suis revenu en Europe avec l'objectif de développer les pays du Nord parce qu'on est arriéré en agroécologie. On est vraiment, on a vraiment 15 ans de retard. Et à Cuba, ce qu'ils ont eu, c'est un choc majeur à l'effondrement du bloc soviétique. Comme ils étaient sous embargo états-unien, ils ont plus. C'était un pays très industrialisé, le plus de toute l'Amérique latine, et ils ont eu tout à coup plus rien de leur allié soviétique. Donc les stocks, le sucre, le riz, l'essence, le diesel, tout s'est arrêté. Donc la moitié du pays s'est effondré en fait. Et en 5 ans, ils sont passés ils ont été résilients, ils ont rebondi grâce entre autres à l'agroécologie. Mais grâce surtout la grande leçon de Cuba, on pourra discuter des heures là-dessus, et je fais pas une apologie des régimes autoritaires. Je dis juste qu'une grande transition a marché à Cuba, contrairement à la Corée du Nord où il y a eu des millions de morts à cause de famine suite à l'effondrement du bloc soviétique, c'est qu'il y a eu une convergence entre des mesures fortes, étatiques, intelligentes en faveur d'une transition et une nécessité qui vient d'en bas. Comme disent les Anglais, c'était bottom-up et top-down en même temps. C'est-à-dire que les gens ont eu faim, ils se sont bougés le cul, ils ont fait des potagers urbains, ils ont fait de l'agroécologie parce qu'ils n'avaient pas de pesticides. Ils ont fait, ils ont fait des choses super chouettes. En plus, c'est un milieu tropical où tout pousse vite, bref. Et donc, ils ont réussi. Ils ont eu des méthodologies de transmission des connaissances horizontales. La recherche en agronomie s'est remise à faire de la traction animale. Ils ont rappelé des vieux paysans pour former des ingénieurs à la traction animale. Non, mais ça, on a 15 ans de retard. Nous, ça va nous arriver dans 10 ans. Mais moi, ça fait 10 ans que je dis ça et on va
On va mettre en place trop tard. Tout ça pour dire que on peut faire les choses quand il y a une nécessité. Quand tu dis, Serge, les gens le demandent, mais ça suffit pas. Il faut aussi des mesures qui viennent du haut, qui sont intelligentes et qui vont dans le sens du bien commun. Et or, aujourd'hui, on a retrouvé les leviers, en tout cas l'imaginaire de la possibilité d'avoir des leviers grâce à la pandémie. Et ça nous ramène à l'exemple que je donne souvent, c'était les Victory Gardens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a eu Pearl Harbor en 1941, les États-Unis, le peuple américain a voulu participer à l'effort de guerre. Ils étaient en guerre alors qu'ils ne voulaient pas rentrer dedans. Et donc, là, comme dit Macron, on est en état de guerre. Comment on peut participer à ça? Eh ben, les militaires à l'époque, ils disaient, l'armée, c'est quelque chose pour les professionnels, donc vous pouvez faire des potagers. Et les gens ont fait des potagers chez eux. Mais il y a eu des énormes campagnes de publicité. Il y a eu des potagers devant le Capitole, dans les Harvard, dans les universités Harvard, Smithsonian et tout ça. Tous les gens faisaient des potagers, si bien que 2 ans après, la moitié des légumes aux États-Unis étaient produits par les citoyens en effort de guerre. Oui. C'était les Victory Gardens. Pourquoi? Parce qu'il y a une planification centralisée, parce qu'il y a eu une volonté, une puissance de la base, parce et tous vers un effort commun. En 2 ans, on peut faire des trucs de fou, mais il faut suivre les pionniers. Il faut que les suiveurs basculent, comme tu dis, Amandine. En fait, c'est les 20-80. Il y a 10% de pionniers, il y a 80% de suiveurs, et il y a 10% qui feront jamais ce qu'on leur dit. Oui. Et eux, donc les égoïstes qui pensent pas au bien commun, etc., eux, il faut les contraindre. Et donc, ma question, Denis Serge, pardon, c'est est-ce que tes successeurs sont dans la même lignée que toi? Est-ce que quels sont les verrouillages financiers, juridiques, psychologiques dont tu as été témoin qui empêchent ce changement? Parce que toi, on voit que tu as une vision, mais que tu n'es pas le seul. J'imagine que tu as dû vivre des freins, des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi, des actionnaires. Tu vois. Comment, par exemple, on arrête de rémunérer des actionnaires? Et ça, c'est remettre en question la raison d'être des multinationales, des entreprises, de rémunérer le privé avec des actionnaires. Et si, par exemple, la moitié des bénéfices n'allaient pas aux actionnaires, mais étaient redirigés vers un revenu de base aux paysans locaux, tu vois, localement. Et si la TVA était de 18% pour les produits alimentaires venant de l'étranger ou d'autres régions et était très, très faible pour les produits locaux. Et si, on peut en fait contraindre beaucoup de choses et changer même la raison d'être des entreprises. Oui. Donc, oui, après, c'est... Juste, excuse-moi, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a énormément de questions qui sont posées. Je vous invite chacun à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, elles vont remonter et on les posera en premier parce qu'on ne pourra pas poser du tout toutes les questions. Mais voilà. Comment on fait pour voter? Pour la partie questions et à droite de la question, tu as un petit numéro avec une flèche vers le haut. Tu cliques dessus. Et elle monte. Ouais, mais moi, je me concentre sur la discussion. Ça va être chaud de tout lire. Pas vous. Vous, concentrez-vous. Je parle aux gens qui nous d'accord, c'est pas à nous de voter. Okay. Non, vous ne votez pas. Ok. Excuse-moi, Serge. Pardon, Serge. Non. Alors, rapidement, par rapport, moi, enfin, quand j'ai basculé, c'était en 2005, j'ai demandé à un ingénieur agro, qui s'appelle Maximilien Roher. Je lui ai dit, écoute, fais-moi la liste ce qu'on pourrait appeler des substances controversées ou toxiques, j'en sais rien, qui font partie des recettes ou qui servent à produire pour que j'ai une idée. Donc ça allait des molécules dans les pesticides, à l'huile de palme, au bisphénol, à l'aspartame, au dioxyde de titane, etc., etc. Donc j'avais une liste de 90 substances. Donc voilà que je me suis dit comment on peut les enlever des produits que nous commercialisons. Donc en l'occurrence les produits à notre marque. Et j'ai dit, on va y aller. Donc, j'étais président. Et j'avais cette conscience que je pouvais, en tant que président, influencer les choses. Je me suis heurté à une opposition
à l'intérieur de mon groupe, parce que ils m'ont dit, mais c'est pas notre boulot. À quoi ça sert? Nous, on est des commerçants, on vend ce qui se vend, ça a coûté plus cher, etc. Bon, il se trouve qu'on était un petit groupe quand même assez déterminé et on a réussi à faire quand même passer ça, parce que Système U, c'est une coopérative, hein, c'est une instance assez démocratique, hein. Moi, j'ai un pouvoir d'influence plus qu'un pouvoir hiérarchique, hein. Et qui a freiné, plutôt les actionnaires ou les salariés? Plutôt les associés, non pas les salariés, ce qu'on appelle les associés, plutôt les adhérents, les commerçants qui disent mais c'est pas notre boulot, on n'a jamais fait ça, hein, et finalement on a tenu bon. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé à un moment et que c'est devenu un projet d'entreprise? C'est quand les gens, les associés U, se sont aperçus que ça correspondait aux attentes des gens. Parce qu'ils voyaient bien que l'opinion de leurs consommateurs avait changé sur ces questions-là. Et que ça a permis même à Système U, qui n'était pas le premier, qui n'était pas le plus fort, d'avoir son terrain de leadership différent. Et donc, c'est ça, pour répondre à Pablo, il faut quand même qu'il y ait, pour que ça marche bien, il faut que ça, c'est pour ça que pour moi c'est important. Une adhésion. Qu'il y ait une adhésion. Qu'il y ait une Bien adhésion, voilà, hein, ça c'est important. Après, sur le côté actionnaire, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu évoques. Mais il faudrait, parce qu'on est en système capitaliste, hein, donc c'est difficile de remettre en cause le capitalisme et l'actionnariat. Et capitalisme, c'est l'actionnaire qui décide. Alors on peut, hein, le grand soir de la... Bon, pourquoi pas, mais en attendant, est-ce qu'on ne peut pas modifier les règles? Et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une part des actions qui soient réservées à autre chose que la rémunération de ceux qui possèdent. On pourrait même imaginer que les collaborateurs qui fassent partie d'une entreprise aient une part des actions qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Elles pourraient d'ailleurs au passage ne pas être spéculatives, c'est-à-dire que le collaborateur qui rentre, le corps social pourrait avoir une part du capital, ce qui permet... C'est l'autogestion, ça existe depuis 50 ans. Mais oui, mais c'est pas forcément de l'autogestion, c'est une part de voix dans un conseil d'administration, etc. Et que par contre il s'en va, il laisse les choses comme ça. Donc ça pourrait jouer. Par contre, pour ce qui concerne les paysans, pour ce qui concerne les transformateurs, il faut revenir à des vrais engagements contractuels. C'est-à-dire il faut faire sauter ce qu'on appelle les négociations. Et d'ailleurs, je pense au passage que ce qui est en train de se passer crée des liens un peu différents là, au nom de l'intérêt général. Moi, j'ai participé, j'ai été président de l'atelier 5 des États généraux de l'alimentation. Voilà, tout n'a pas été parfait, mais enfin, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. Je vais pas être trop long et trop technique sur ce dossier-là, mais j'avais dit à l'époque au ministre de l'Agriculture, au président de la République, si vous voulez vraiment faire une vraie réforme, vous faites sauter les négociations. Parce que ces négociations, c'est du rapport de force tous les ans. C'est de la confrontation, et puis c'est Coca-Cola contre Carrefour. Donc eux, ils sont... parce que c'est ça. Mais par contre, quand il s'agit de petites entreprises ou de paysans, ils sont le maillon faible, donc ils en prennent plein la gueule. Donc il faut revenir à des vrais engagements contractuels. Il y a comme ça que ça marchera. Parce que c'est des liens. À un moment, c'est un contrat, c'est comme un contrat de mariage. Hein. Contrat de mariage, voilà, il y a l'amour, mais il y a aussi la partie contrat. Hein. Donc, c'est la même chose avec les agriculteurs. Il faut revenir à des vrais contrats qui engagent et un partage, parce que le contrat, il va garantir le partage de la valeur. Donc, c'est bien ça la question. Et la valeur la plus importante, ça sera la valeur qualitative pour le consommateur, et il garantira la transparence. Ça qui est important. Et je trouverais ça intéressant de mettre dans les processus de décision démocratique, pas seulement les salariés en autogestion, et les actionnaires qui détiennent le capital, donc le travail et le capital, mais mettre aussi les consommateurs et les paysans. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien, en tant que consommateur, aller décider ce qu'on vend au système U. Ça serait intéressant, là. Pour le coup, on ouvrirait. Oui, non, mais je suis d'accord. Et puis,
je pense à toutes les choses. Enfin, c'est juste comme ça. Quand on a mis en place ce qu'on appelle les contrats tripartites, donc paysans, transfo et transformateurs et distributeurs, ça a changé la donne. Ça a changé la donne parce que du coup, on était sur, en plus, on est sur le temps long. On n'est pas sur un rapport annuel où on remet tout en cause tous les ans. Et donc, il faudrait y rajouter les consommateurs, je suis bien d'accord. Moi, j'ai 3 super propositions à faire, mais avant, peut-être Amandine, si tu veux réagir. Non, je suis absolument d'accord sur la question des contrats qui m'amène à dire plus largement que ce qui manque pour, on va dire, le système alimentaire en général, mais comme pour beaucoup de secteurs économiques, c'est la question de la visibilité, de la lisibilité. Oui. C'est sûr qu'un agriculteur aujourd'hui, un paysan qui fait des choix, il fait des choix quotidiens dans un contexte de charge de travail très dense, donc il est quand même plutôt tout seul aujourd'hui, face à des acteurs qui sont quand même relativement bien organisés, qui ont des fédérations, etc. Donc il y a déjà cette dissymétrie, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, de choix, de poids, aussi de connaissance de cause. Hein. Il y a première chose, mais quand on apporte la visibilité, que ce soit par des contrats ou par des politiques publiques qui sont claires dans les intentions, les objectifs et les caps, ça rassure énormément d'acteurs. Si on a des politiques comme les politiques agricoles qui, d'un côté, donnent des objectifs, si on prend par exemple les objectifs éco-phyto, diminution par 2 en 10 ans des pesticides entre 2008 et 2018, qui était l'initial. On a le même objectif en 2025. Mais admettons, on divise par 2 les objectifs en pesticides, mais que par ailleurs, l'ensemble des outils économiques, des incitations, des fiscalités font l'inverse, on comprend qu'un acteur, là, ici, un paysan qui essaye de faire des choix au quotidien, soit absolument perdu. Et donc, la question, c'est vraiment celle de la visibilité dans le temps. Donc, il y a 2 choses. Il y a le contrat qui garantit un accord, et il y a le fait de le faire durer sur du temps long. Et ça, c'est hyper important, évidemment, en agriculture. Et oui. Parce qu'on n'est pas sur des rythmes, on est sur des rythmes manuels parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Mais réellement, l'agriculture, finalement, ça pourrait être vu sur des rythmes de 5 ans, de 10 ans. Enfin, on pourrait aussi se projeter sur des rythmes plus longs, surtout quand on parle d'agroécologie, de diversification, de rotation, etc. Et donc, ça aussi, ça doit évoluer. Ça doit prendre l'empreinte, le fonctionnement des acteurs, des contrats et du temps long doit prendre en considération le fait que justement l'agroécologie, c'est le temps long, c'est la réflexion sur le temps long d'un système de production. Et tant qu'on a ces dissonances, en fait, ces différentiels de prise en compte du temps court, temps long, entre un système agricole et son contexte même local, hein, économique local, ou entre des objectifs de temps long de politique publique sur les pesticides, mais au temps court, on vous dit qu'il faut utiliser tel outil, il faut moderniser son exploitation agricole en 2 ans, alors qu'on l'avait modernisé il y a 2 ans. Ça, c'est des signaux complètement perturbants pour des acteurs, d'autant plus s'ils sont des acteurs un peu dispersés, comme sont les paysans, qui font leurs choix en propre, comme des chefs d'entreprise, si on peut dire ça comme ça, même si le terme n'est pas adapté, mais malgré tout, ils sont en responsabilité sur une unité économique qu'ils gèrent, et en plus qui est tellement liée à leur vie quotidienne que ça met encore beaucoup plus d'énergie et finalement d'argent et de capital. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut régler cette question de la dissonance temps long, temps court. Et c'est vrai que la question des contrats, de la visibilité des politiques publiques, et puis le travail en collectif aussi, la question des groupes d'agriculteurs, la question des CUMA, la question du partage, comment on mutualise aussi ces outils de production. Je pense que ça fait 3 choses qui peuvent apporter de la sérénité notamment aux acteurs de l'amont. Sur l'aval, c'est d'autres dimensions, mais je pense que ce dont on a besoin, c'est une forme de sérénité d'action, de ne pas avoir le sentiment que quand on fait un choix aujourd'hui, demain le choix pour une raison soit privée, économique, soit publique, peut être démenti, contrarié, changé, etc. Puisque évidemment, ça apporte juste de l'insécurité. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette crise actuelle, c'est que là où il y a 2 mois, on entendait ce mot d'agribashing qui était donné à toutes les sauces en disant l'agriculteur, c'est la FNSEA qui l'utilisait, hein, qui le mettait comme un porte-drapeau, puisque, moi je pense qu'il n'y avait pas foncièrement d'agribashing, mais plutôt il y a un questionnement de qu'est-ce qu'est l'agriculture dans la société, mais bon, on a déjà discuté de ça avec la FNSEA,
il y a quelques temps. Et là, il y a une forme de revalorisation. S'il y a un enseignement qu'on peut tirer de cette crise, c'est que je pense que la société a vu que dans le rang 1 des personnes qui étaient face à cette crise, il y avait ces paysans, en fait, qui devaient être là, qui devaient penser une nouvelle organisation, une forme de relocalisation aussi. Et ça, je pense que c'est un enseignement j'espère qu'il va perdurer après la crise. Si un certain nombre de paysans se sentaient un peu meurtris de certaines remarques de la société, etc., je pense que ça peut donner un petit coup de peps si toutefois ce monde paysan continue à se poser les bonnes questions et à se dire, bah voilà, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est de nourrir mon voisin ou c'est de nourrir les pays, la Chine en pied de cochon? Voilà, mais en tout cas, question du temps long. Pour moi, c'est toujours très graduel, si tu veux. Là, on discute de mesures qui pourraient améliorer le système alimentaire progressivement. Si je peux juste profiter des 3 dernières minutes avant les questions, c'est que j'aimerais revenir à la question des ruptures. On l'oublie tout le temps. Mais là on risque, franchement, avec cette pandémie, des ruptures de stock, parce qu'il y a un approvisionnement qui vient d'étrangers, parce que les gens se ruent sur les magasins, parce qu'on a fermé les marchés, les producteurs locaux sont dans la merde. En tout cas, dans notre région, c'est compliqué. Je suis dans la Drôme, là. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour maintenir les marchés et soutenir les producteurs locaux. Donc là, on est vraiment en tension parce qu'on n'a pas fait de stock, on est sur les flux tendus, des chaînes longues d'approvisionnement, etc. Donc en termes de rupture, c'est la succession des ruptures. En fait, c'est les chocs qui vont impacter notre super-organisme social, qui vont peu à peu le modifier, le transformer, le rendre antifragile, le rendre plus fort, plus résilient. Sauf si les chocs arrivent trop vite, là, ça va nous tuer. Et quand je dis choc, c'est des grandes sécheresses, je sais pas moi, des ruptures d'approvisionnement, des pandémies, des n'importe quoi, au niveau climatique, au niveau biodiversité, le fait qu'il n'y ait plus d'abeilles, c'est catastrophique, si on a un climat déréglé, etc., etc. Et donc, on va transformer peu à peu. Mais il faudra gérer les ruptures. Et donc, il y a des mesures clés qui me semblent être déjà sécuriser les terres. Il faut des mesures fortes, voire débétonner les terres. Et surtout sécuriser les systèmes, les ceintures périurbaines, qui sont en général les meilleures terres. C'est pour ça que les villes s'installaient là, c'est parce que autour des villes, il y avait des très bonnes terres. Et donc, pourquoi pas démanteler des hypermarchés pour refaire des vergers et démanteler des parkings. Non, mais je dis ça, c'est pas en rigolant. Hein. C'est pourquoi je disais une boutade à l'époque de Notre-Dame-des-Landes quand les zadistes avaient gagné. En fait, il faut même c'est pas qu'il faut pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il faut démanteler l'aéroport, le premier aéroport de Nantes, pour en faire des champs. C'est là qu'il faut aller. Il faut régénérer le vivant. Si on se contente de le protéger, on est foutu. Il faut le régénérer, le revivifier et regagner des terres sur l'artificialisation. Et du coup, il y a des mesures géniales comme Bernard Friot du réseau Salariat, c'est une association d'éducation populaire, qui propose une sécurité sociale alimentaire. C'est-à-dire qu'avec la carte vitale, chacun, bip, aurait le minimum vital pour vivre. Pourquoi pas? Ils ont fait les calculs avec ses collègues, des chercheurs. C'est tout à fait faisable au niveau du budget. Il y a aucun souci. C'est un levier politique génial. On pourrait aussi envisager. Juste, Pablo, je crois que c'est le même tarif. Je crois que le budget, si tu dis le budget alimentaire et le budget de la Sécu, ça doit être à peu près pareil. Ouais, c'est complètement faisable. C'est juste un déclic dans l'imaginaire. Pareil, le rationnement qui permet de sécuriser l'accès aux pauvres, enfin l'accès aux ressources pour les pauvres, et de limiter le gaspillage des riches. Le rationnement, c'est génial au niveau politique égalitaire, enfin équitable. Seulement, il y a un mauvais souvenir de la guerre. Par contre, les Anglais ont un très bon souvenir du rationnement. Et on pourrait s'entraîner, en tout cas à mettre en place des politiques de rationnement sans panique. Vraiment, c'est un outil exceptionnel. Yves Cochet en parle dans son dernier bouquin. Mais surtout, et c'est Stéphane Linou, un élu d'Occitanie, qui parle de ça, il faut faire de l'alimentation une question de sécurité nationale. Et ça ne l'est plus. Du temps de Louis XIV, Louis XVI, etc.,
c'était la principale préoccupation de l'État. C'était de ne pas avoir de famine, parce que sinon c'est la révolution. Aujourd'hui, on l'a oublié. Donc, il faut faire des stocks et pourquoi pas obliger les distributeurs, la grande distribution, à assurer des stocks pour les populations, tu vois, qui soient réquisitionnés, qui puissent gérer les stocks en temps de catastrophe, former les gens, former des agriculteurs, stimuler l'agriculture urbaine. À Londres, il y avait un projet de l'agriculture sur les toits des supermarchés. Et tu as direct les légumes qui sont produits à 5 mètres au-dessus des rayons où ils sont vendus, tu vois. Food from the sky, ça s'appelait. Il y a plein de choses à faire qui font que, où il faut juste faire sauter nos verrous imaginaires. C'est possible de le faire et la pandémie nous a montré que c'était possible d'avoir les leviers politiques. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, parce qu'on en a beaucoup, je voulais vous demander, donc, et du coup, ça fait la transition avec la première question d'Éric Tardy, qui nous dit on est tous d'accord avec ces constats, mais on fait comment pour que l'après ne soit pas pire que l'avant? Si vous avez une recommandation, le plus important, le plus urgent pour vous, c'est qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on se transforme là, après le confinement, pour que ça soit pire qu'avant? Au niveau alimentaire. Au niveau alimentaire. Moi, ce qui me touche, parce que dans la Drôme, il y a vraiment une mobilisation, une entraide générale, une solidarité envers les producteurs locaux, et les politiques favorisent les supermarchés au détriment des marchés des producteurs locaux. Et ça, il y a un profond sentiment d'injustice dans la population. Et franchement, c'est génial le fait que maintenant les supermarchés soient obligés de s'approvisionner localement. Je trouve ça un bel exemple d'être devant le fait accompli. Donc pour moi, il faudrait pérenniser, graver ça dans le marbre, qu'il y a une priorité aux approvisionnements locaux dans tous les supermarchés et que c'est un luxe d'aller voir dans d'autres régions et que c'est un super luxe de commander de l'étranger des produits. Voilà, minimiser les camions et assurer l'approvisionnement local et la production locale. Ok. Et pour rebondir sur ce que dit Pablo, ce qui est intéressant, c'est que dans les Échos aujourd'hui, là, il disait qu'il y avait 93% des Français qui déclaraient que la relocalisation, c'était une priorité de l'après-crise pour eux. L'autonomie agricole de la France est une priorité pour moi à 93%. C'est évident. On parlait tout à l'heure des deux bouts, c'est-à-dire bottom-up, top-down. Voilà, il y a peut-être là le terreau d'une prise de conscience et qui fait écho à ce que tu viens de dire. Et par ailleurs, pour aller un peu plus loin aussi, ce qu'il faut faire, parce que ce qui nous manque au-delà de on va dire de l'amont et de la production agricole et on va dire d'aval, de vraiment de déboucher, donc là on parlait des marchés, c'est les outils de transformation locaux. On a systématisé la fermeture des abattoirs locaux, par exemple, si on parle de viande, mais de tous les outils de transformation, la plupart d'outils de transformation. Et il y a une vraie question, à mon avis, encore trop impensée en France, d'une relocalisation des outils de transformation alimentaire. Alors oui, il y a les produits bruts qu'il faut apprendre à cuisiner, etc. Mais malgré tout, on peut retrouver aussi des petites unités de transformation qui sont destinées à alimenter les marchés locaux ou les commerces locaux. Mais ça, on s'est complètement laissé aller dans une optimisation qui n'était pas optimisée vu les crises qui vont venir, vu les problématiques auxquelles qu'on va devoir aborder. Mais dans le contexte des 20 dernières années, on s'est dit que c'était plus très utile. Et ce qui fait que ça rallonge les circuits de production entre la production et la consommation. Donc je voulais le dire parce que c'est un point vraiment important sur lequel nous on porte beaucoup d'importance, parce que sans ce maillon-là également, on n'a pas une chaîne alimentaire diversifiée, etc. Et du coup, le consommateur a tendance à aller chercher, notamment au supermarché, etc., ce qu'il ne trouve pas en termes de diversité. Serge, pour toi, la mesure la plus importante, urgente? Oui, je crois que ce qu'ont dit Amandine et Pablo, je partage, mais il me semble, c'est ce que j'ai déjà dans un autre contexte, mais que ce qui est en train de se passer va probablement changer les choses sur les liens entre les distributeurs, les producteurs, petits producteurs, monde agricole, transformateurs, parce que
ils ne pourront pas oublier ce qu'ils ont mis en place au nom de l'intérêt général. Là, je suis en Vendée, moi, hein, je suis vendéen, et j'étais, par exemple, avec le président du Conseil général qui me disait, écoute, Serge, il faudrait que les magasins U achètent aux paysans vendéens qui peuvent plus, qui fournissaient les restaurations dans les écoles. Parce qu'ils savent plus faire. C'est un peu comme disait Pablo dans la Drôme, comme les marchés sont fermés, ce qui est d'ailleurs un peu injuste, hein, c'est vrai. Eh ben, les magasins se sont tout de suite ont répondu présent sur ce terrain-là. Donc, je pense que ce qui s'est passé là, ça pourra pas revenir comme avant. Donc, il faut profiter aussi de ça pour que sans doute le ministre de l'Agriculture demain, puisque c'est lui qui incarnera les choses hein, du point de vue législatif, en profite pour peut-être évoquer une modification des liens sur le rapport industrie, commerce, monde agricole. Là, il y a une opportunité formidable et il faut que les pouvoirs publics s'en emparent. C'est ce qu'on a voulu faire avec les États généraux de l'alimentation. Et là, ça s'est fait à cause de cet élan, ou grâce à cet élan de solidarité qui s'est mis en place. Et puis après, moi, je crois, ce que j'ai dit dans le bouquin là, que j'ai fait avec Perico Légas, qui s'appelle du panier à l'assiette, il faut absolument que l'alimentation soit remise dans les écoles. C'est très important. Vous vous rendez compte, les gamins aujourd'hui, même les toubibs, je crois qu'ils ont 2 heures dans 7 ans de formation de nutrition. Et les gamins, il faudrait qu'ils sachent comment d'où viennent les produits, quels sont les meilleurs produits. Il faut les former à ça parce que c'est tellement important l'enjeu de l'alimentation. Si on arrivait à bien nourrir les gens, on aurait beaucoup moins de malades, beaucoup moins. Ça diminue. On n'aurait plus besoin de budget peut-être sur la santé. Donc il faut reprendre à bras le corps et avec les jeunes générations notamment cette conscience que l'alimentation c'est la vie. Très bien, merci beaucoup à tous pour cette première partie. On va prendre les questions. Pierre, si tu peux revenir en vidéo. Et le temps que tu reviennes, du coup, je vais prendre la première. Ça y est, je suis revenu. Allez, vas-y, moi je vous laisse à tout à l'heure. Je reviens pour la fin. Alors, j'ai essayé de noter les questions un petit peu les plus populaires. Donc, on en a qui sont posées à vous tous, d'autres qui sont spécifiques. Donc, on a pour Pablo, Manon qui dit « Beaucoup pensent que nous sommes en train de vivre l'effondrement tel qu'évoqué depuis des années par les collapsologues. Qu'en pensez-vous ? Est-ce selon vous des prémices ? Pensez-vous que cet effondrement surviendra lorsque les réserves de pétrole seront à sec ? » Et en complément, Pauline, est-ce que cette crise du Covid n'est pas une crise, mais un virus qui périsse bien plus que ce que l'on croit aujourd'hui ? Alors, un virus qui quoi ? J'ai pas entendu. Un virus qui perdure bien plus que l'on croit aujourd'hui. Je peux répondre là ? Ouais, vas-y, ouais. C'est la question à 100 balles que tout le monde me pose depuis plus d'un mois. Est-ce que c'est l'effondrement ? Et la réponse, elle est bateau. C'est est-ce qu'on vit un effondrement ? C'est une question pour les historiens du futur ou les archéologues du futur. On ne sait pas si on est en train de le vivre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. On n'est pas Madame Soleil, donc c'est ce qu'on disait, ce que disent les collapsologues, c'est qu'il y a des risques majeurs systémiques de rupture brutale et de déglingage, je sais pas comment on dit, de notre société par des effets dominos, des effets de seuil et ça peut être beaucoup plus rapide que prévu. Et la pandémie fait partie des risques systémiques qui peuvent en déclencher d'autres. Donc tout dépend de comment les populations et les élites vont réagir dans les jours qui viennent, sachant qu'il y a déjà toutes les préconditions pour que ça empire. Et tout le monde sait, et Jared Diamond l'a démontré dans Effondrement, là, publié en 2005, son best-seller, qu'il y a plusieurs facteurs des effondrements de civilisation, mais le seul qui est commun à tous les effondrements, c'est les mauvaises décisions des élites en
en temps de catastrophe. Voilà. C'est pour ça qu'on a un rôle à jouer en tant que je sais pas moi, citoyen, etc. C'est de groupe de pression. Maintenant, il faut peser pour que cette brèche puisse ouvrir des possibles, quoi. Il faut peser de tout notre poids politiquement. Il faut tout faire pour pas qu'on revienne à la normale, parce que revenir à la normale, c'est criminel. Donc peut-être qu'on y est. Alors, sur ce qu'on peut faire, justement, on a une question générale pour vous tous. C'est les associations, les collectifs n'ont pas de poids face aux collectivités. Pourquoi n'en-ont-ils pas plus? C'est une question assez large. Face aux collectivités, c'est-à-dire aux mairies? Ouais, les communes, ouais, les mairies, ouais, les communautés de communes. Moi, je dirais plutôt que les communes, là, sont progressivement, on leur enlève du pouvoir, justement, et des budgets au profit des régions, des communautés de communes, etc., des échelons un peu plus hauts. Moi, je dirais il faut se réapproprier l'échelon municipal. Et ouais, je sais pas. J'ai pas assez de recul pour ça. Et plus généralement, sur la place des associations, ce dont on se rend compte, c'est que malgré tout, cette voix un peu tierce qui est parfois lanceur d'alerte, qui parfois fait des propositions, etc., reste utile dans la société. Après, en effet, on ne peut pas dire qu'il soit très écouté, mais malgré tout, il joue un rôle qu'on sous-estime, je trouve, encore assez. Alors au niveau national, mais aussi au niveau local. Et je pense que si on faisait un bilan du rôle qu'ont joué les associations ces 20 dernières années sur l'environnement, on serait assez surpris de ce qu'elles ont fait, mais aussi ce qu'elles ont fait en lieu et place des pouvoirs publics. C'est-à-dire que certaines associations jouent un rôle public de gestion des biens communs. Il y a une forme de délégation qui est faite, alors certes par certaines subventions aux associations. Et si les associations n'étaient pas là pour entretenir certains milieux, pour proposer des outils, nous par exemple à la FNH, on a lancé un outil qui s'appelle J'agis pour la nature, qui met en lien les associations qui cherchent des bénévoles pour faire une action en faveur de la nature et des personnes qui voudraient donner du temps, 1 heure, 2 heures, une journée ou une semaine. Ça, on pourrait se dire que c'est la vocation d'une politique publique, d'un gouvernement de mettre ça en place. Donc nous, à la FNH, on le fait en se disant que c'est absolument utile et que voilà. Donc, si on faisait le bilan de ce que faisaient les associations, je pense que c'est assez intéressant. Après, ce qu'on observe aussi sur les associations, c'est qu'en fait, les personnes, enfin les citoyens ne s'engagent plus de la même manière. Il y a encore 10 ou 15 ans, finalement, s'engager en faveur d'une cause de solidarité et d'environnement, c'était adhérer à une association, faire partie d'un bureau et militer. Et finalement, l'engagement s'est déplacé, est devenu plus ponctuel, plus individuel aussi. Alors, on peut en discuter, en mettre en cause, etc. Mais c'est à entendre. Ou alors s'investir dans une AMAP, ou alors acheter différemment. Donc, il y a un engagement qui est différent de celui d'il y a 10 ou 15 ans, et ça, les sociologues le montrent. Et d'ailleurs, le mouvement des jeunes le montre. Le mouvement des jeunes qu'on a observé cette dernière année montre que c'était hors bannière, hors organisation de la société civile. Donc, on voit bien qu'il y a un autre élan qui se crée, qui est plus centralisé au cœur des associations, mais qui, je pense, crée une forme de pression citoyenne, même au sein des collectivités, des petites collectivités. On a perdu Serge, j'ai l'impression. Le temps qu'il revienne, je vais vous poser une autre question à vous deux. Alors, on a Vincent qui qui constate que les seuls chiffres suivis pour diriger une entreprise, donc celle-là, je vais la garder en fait parce que ça le concerne pas mal. Alors, une question assez générale. Que pensez-vous de la Convention citoyenne pour le climat? Bon, j'ai des Vas-y, oui. On a un gros déficit quand même depuis très très longtemps et trop longtemps probablement sur deux choses. D'une part, la place du citoyen dans la décision publique. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est le fait de pouvoir tenir compte des enjeux de long terme dans la décision publique. Et c'est vrai que nous, à la FNH,
on a porté depuis quelques années ce qu'on appelait la Chambre citoyenne du futur, qui est une forme de refonte du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e chambre parlementaire en France, qui est une refonte majeure pour qu'elle puisse intégrer à la fois justement un corps de citoyens, mais aussi un corps d'experts, et qui puisse éclairer les décisions du Parlement et du Sénat sur des enjeux de long terme, et qui soit doté d'un droit de veto suspensif. C'est-à-dire que si l'Assemblée vote une loi qui va à l'encontre des enjeux écologiques, cette fameuse Chambre citoyenne du futur, sur l'appui d'experts et de conseils scientifiques, de dire non, cette loi va à l'encontre de notre avenir. Bon, ça, c'était une proposition absolument prospective, mais qui visait à la fois à replacer le long terme et le citoyen au cœur de l'action publique et de la décision publique. Donc, cette Convention citoyenne pour le climat, c'est un outil extrêmement intéressant par sa dimension citoyenne, par les 150 citoyens. C'est très intéressant de voir comment ils travaillent. Ils travaillent vraiment très dur. Ils ont auditionné énormément d'experts, et ce qu'ils ont l'air de dire, à ce que je crois entendre, c'est que d'une part, ils ont énormément appris, de prendre le temps d'écouter, de lire, de comprendre des enjeux qui sont absolument complexes. Finalement, ça n'arrive pas souvent, on n'a pas forcément tous l'occasion de le faire dans une vie, donc les 150 citoyens ont l'air de dire qu'ils ont beaucoup appris. Pour certains, il y a eu un vrai choc, une vraie prise de conscience, mais profonde et intime. Pour la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, ils ont très envie que leurs propositions fassent changer les politiques publiques. Donc pour moi, la question, c'est pas tant l'intérêt de cet outil citoyen et du travail de ces 150 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire des propositions et illustrer une voix citoyenne, c'est ce qu'en fera le gouvernement derrière. Et donc la question, c'est de savoir, et c'est celle qu'on pose depuis le début, c'est quelle est la règle du jeu? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose à des gens de travailler pour faire des propositions, il faut que les règles du jeu soient claires. Or, elles ne le sont absolument pas. La seule chose que le président de la République a dit, c'est ce sera sans filtre. Ça passera par moi et en gros, je verrai ce que j'en ferai. Mais jouer un jeu quand on ne connaît pas la règle et l'issue, c'est compliqué. Donc, en gros, il y a l'outil qui est intéressant de prendre le temps de travailler sur des sujets de la transition écologique et sociale, et ça, c'est absolument fondamental. Mais la problématique est plus politique, et le fait de n'avoir aucune visibilité sur ce qui en sortira et comment c'est utilisé, c'est le problème majeur de ce travail-là. Mais évidemment, la place des citoyens est à consolider et institutionnaliser aussi dans la décision publique. Sans compter que ça a légitimé un peu Macron quand il était bas dans les sondages. Mais je suis assez d'accord avec toi, il y a une inventivité politique très très intéressante chez les citoyens, et on a vu ça avec les Gilets jaunes. Hein. En un an, passer de l'indignation aux propositions politiques avec le RIC ou avec d'autres choses, il y a vraiment quand on laisse les citoyens s'emparer de la politique, ça peut donner des très belles choses. C'est ça. Et une dimension extrêmement importante qui est le pouvoir qui décide aujourd'hui est scandé par des élections. Et le fait de solliciter des citoyens qui n'ont pas d'autre perspective quelque part que de nous donner le meilleur d'eux-mêmes et de leur réflexion, c'est extrêmement structurant. Parce que d'une part, c'est extrêmement légitime, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vue électoraliste derrière, etc. Et d'autre part, ça laisse le temps de construire quelque chose qui ne soit pas inscrit dans un temps politique et tous, qui rythme absolument toute notre vie quotidienne. Et donc ça, c'est un élément très intéressant, mais évidemment, comme c'est une proposition politique d'abord, puisque c'est après le grand débat national, et donc on a une convention citoyenne, il y a toutes les questions qui se posent, qui est la question la plus importante. Serge, tu veux répondre? Oui, parce que c'est vrai que la société civile aujourd'hui doit être une partie prenante plus importante de l'intérêt général. Donc après, il y a une question. Bon, les ONG, par exemple, sont les représentants de la société civile. Elles ont quand même vos droits au chapitre. Il peut y avoir aussi le monde de l'entreprise sur le bien commun. Mais moi, je m'étais intéressé beaucoup au travail qui avait été fait en Islande il y a une dizaine d'années. C'est ça, hein, ils ont demandé à la société civile d'inventer une autre constitution. Et ils étaient en faillite, donc ils n'avaient pas le choix. Alors,
Évidemment, c'est un petit pays et tout, mais je pense que le moment est venu, mais c'est pas simple, hein. Il faudrait sans doute réfléchir à une constitution différente, qui fasse que le bien commun, qui fasse que l'intérêt général ne soit pas qu'entre les mains des politiques qui, par ailleurs, malheureusement, ont une représentation qui peut être discutable, hein, puisque on voit bien les élections aujourd'hui, il y a quand même cette démocratie de représentation, elle est quand même un peu disqualifiée par tous ceux qui ne votent pas, etc. Donc, il faudrait sans doute poser un peu les valises et réfléchir à notre futur souhaitable dans ce domaine. Parce qu'il y a, on le fait jamais, hein, ce travail-là, de se dire au fond, on a moyen aujourd'hui. Qu'est-ce que veulent les générations futures? Quel vivre ensemble nous devons. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment on peut vivre ensemble. C'est pas les réformes. On ne doit pas être les champions du monde, toute catégorie des réformes. Mais c'est comment on peut retrouver de l'intérêt du vivre ensemble. Bon, voilà, ça vaudrait le coup que une génération politique invite à poser les valises et à réfléchir à ça. Ça ne nous empêchera pas qu'il y aura toujours la dette, il faudra faire des choses au quotidien, mais en tous les cas, mettre un peu les choses en perspective. Et je voulais réagir aussi, juste, je ne veux pas être très long, mais ce que vous avez évoqué sur les communautés, les localités. Moi, je pense qu'une des solutions sur la réterritorialisation et la résilience, notamment, elle doit être locale. Je crois qu'il faut mobiliser l'énergie collective. Il faut que l'on crée une dynamique locale parce que les problèmes ne sont pas forcément les mêmes. Si on est dans la Drôme, Pablo, les enjeux ne sont pas les mêmes que si on est à la Grande Syrte dans le Nord et qu'à chaque marée haute, il y a de l'eau dans les maisons. Si en Normandie, le trait de côte est repoussé dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, si il n'y a plus de neige sur les montagnes. Donc il faut vraiment que on crée une dynamique localement, les associations, les entreprises, les citoyens, et qu'on réfléchisse à une résilience locale sur les 10, 15, 20 ans qui viennent. Et ça ne sera pas forcément la même réponse aux mêmes endroits. Et là, je trouve que le pouvoir, enfin, celui qui comprendra ça, qu'il faut réterritorialiser aussi l'action, il ramènera de la cohésion. Parce que c'est une espèce de paradoxe. La cohésion viendra aussi de la résilience locale et des initiatives locales et de l'intelligence collective locale. Qu'on n'ait pas le sentiment d'abandon qui s'est manifesté d'ailleurs par le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils revendiquent sur le pouvoir d'achat, c'est certain, mais ils revendiquent aussi l'abandon. C'est-à-dire une espèce d'abandon de certaines zones rurales en particulier. Donc il faut, je pense, revenir à l'essentiel sur les territoires. Ok, merci. Pablo, Amandine, on a une question pour vous. On dit qu'il reste 10 minutes, c'est ça? On va se dire ça. La question, c'est comment faire pour que les agriculteurs changent de pratique pour aller vers la polyculture et l'agroforesterie, par exemple, s'il n'y a pas d'aide publique ou un changement de la PAC. Donc, la PAC, c'est la politique agricole commune. Ouais, non, mais c'est clair qu'il faut des politiques publiques et européennes qui incitent au changement. Après, si on n'a pas ça, on peut faire avec nos petits bras musclés ce qu'on peut voilà, les mesures, des actions citoyennes. Pour moi, le plus efficace que j'ai vécu, mais peut-être j'en oublie, c'est faire des groupements d'achat et, comme dit Serge, contractualiser, faire des contrats, directement avec l'agriculteur. Donc c'est ce qu'on avait fait il y a une dizaine d'années à Bruxelles. Il y avait une assoce qui s'est créée et en quelques mois, 80 GAC, des groupes d'action, des groupes d'achat collectifs, des groupes d'achat communs, je sais plus comment ça s'appelait, où par exemple 50 familles allaient s'associaient, allaient contacter un producteur et écrivaient un contrat pour lui fournir tous les mois une paye, quoi, et en échange il envoyait des légumes et on ne savait pas ce qu'on allait avoir tous les mois. Enfin, toutes les semaines, on allait chercher un panier. Et c'était un peu la surprise, mais au moins lui, il avait un salaire fixe et il pouvait aller vers l'agriculture qu'il voulait
il n'était pas dépendant des banques, parce que c'est ça surtout l'important, c'est de défaire les agriculteurs de ce lien aux dettes et aux banques qui contrôlent toute l'agro-industrie. Donc voilà, c'est soutien solidaire de groupements citoyens envers les agriculteurs et contractuels. Mais Pablo, juste parce que moi j'ai vu des mouvements complètement paradoxaux, parce que dans les années 70, où on dit aux agriculteurs la seule façon de gagner de l'argent pour vous, c'est la mécanisation, le remembrement et l'utilisation des intrants. Et on leur a dit ça. Et moi, quand je suis allé, c'est juste pour l'anecdote, mais je me souviens en 2005, je vais voir 400 producteurs de lait. Ils étaient 400 d'un groupement. Ils étaient organisés en groupement qui s'appelle Biolait. J'arrive, les gens ils croyaient pas. Je me suis dit je vais me prendre un coup de fusil ou quoi. J'ai dit écoutez, on va s'engager pour vous payer le lait à 40 centimes d'euros à vous, 45 centimes au groupement de producteurs, et on va jachériser les terres parce que 400 vous n'êtes pas assez, il faudrait qu'on arrive à 1000, et pendant la jachérisation on va vous donner tant des litres de 3 ou 4 centimes pour que vous puissiez muter vos terres. On a fait ça, voilà. 10 ans après, ils sont 1800. Ils ont toujours été payés 40 centimes d'euros, donc ils gagnent des ronds, alors que le lait était payé conventionnel moins de 30 centimes parfois. Hein. Et du coup, et on pourrait citer plein d'exemples comme ça, où finalement tous ceux qui se sont engagés dans le bio ont gagné de l'argent, et donc ça a créé un mouvement, parce que évidemment les consommateurs suivent aussi, les poussent les choses. Et je crois que si on veut y arriver, il faut aussi prouver que la permaculture, que l'agroforesterie, c'est aussi productif que d'utiliser, enfin on peut gagner, en tous les cas pour un agriculteur, peut gagner aussi bien sa vie que en traitant conventionnellement avec des intrants et des pesticides. Et on voit bien que le mouvement est en train de gagner à sa cause le bio, la permaculture, l'agroforesterie. Ouais, mais pas assez vite. On gagne, mais pas assez. Et le bio, c'est pas assez. Hein. Le cahier des charges est vraiment très très léger. Donc non, mais attends, celui qui s'est vraiment engagé là-dessus, c'est comment il s'appelle merde, je cherche son nom, le ministre de l'Agriculture d'Hollande. De l'agriculture, Stéphane Le Foll. Le Foll, honnêtement, avait une vraie vision sur l'agroforesterie. Mais après, derrière, là, honnêtement, les ministres de l'Agriculture sont trop sur une démarche conventionnelle, trop dans la main, me semble-t-il, hein, de certains lobbies. Donc, il faut revenir à un ministère qui soit plus objectif dans ce domaine-là et qui pousse en effet les choses, parce que on peut faire des choses aussi productives, aussi rentables pour les paysans et beaucoup plus agréables par rapport à la planète et surtout à la santé, quoi. Donc voilà, là les pouvoirs publics ont une responsabilité dans ce domaine. Amandine, sur la PAC? Ouais, je fais partie de celles qui pensent que sans la PAC, c'est compliqué. C'est 1 euro par an, la PAC, 50 milliards au niveau européen. Donc voilà, et en gros, on a une sorte de conditionnalité et un verdissement de 30%, mais bon, ça va pas très loin, vous le savez aussi bien que moi. Donc c'est vrai que sans ce levier-là, qui est l'outil énorme, justement, qui peut être l'outil incitatif et qui entraîne tous les autres, c'est vrai que du coup, c'est pas une question de pas y arriver, en fait. C'est une question de dans quel pas de temps on y arrive. Et si on n'a pas ces outils un peu costauds qui vraiment donnent cette impulsion, c'est vrai qu'on aura du mal à vraiment faire ce saut qualitatif assez vite. Mais au-delà de ça, et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Serge, par rapport à Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll avait lancé ce qu'il appelait les GI2E, groupement d'intérêt écologique et économique. Moi, je suis assez convaincue de la place du groupe en agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs, c'est des saint Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et le fait de partager et des expériences et des interrogations, de chercher une forme d'autonomie au sein du monde, d'indépendance en tout cas au sein du monde agricole, de se poser ses propres questions et de ne pas être dicté par
on va dire l'aval, qui a des exigences de taille, de qualité, de marché, de calendrier, c'est aussi une force qui se crée. Et je trouve que c'est un espace de dynamisme qui est sous-investi aujourd'hui, alors même que c'est là une force d'entraînement assez intéressante. Et le deuxième élément pour moi, et c'est là où je reviens à la question au point du Saint Thomas, c'est qu'en fait, malgré tout, quand on parle d'agroécologie et d'agroforesterie, encore une fois, c'est pas que pour nous faire plaisir nous ou faire plaisir le monde écolo. C'est qu'à un moment, on va avoir besoin d'une agriculture qui soit résiliente face aux aléas. Une agriculture qui soit effectivement moins émettrice de gaz à effet de serre, donc qui s'adapte au changement climatique. Une agriculture qui s'adapte à un effondrement de la biodiversité. Donc, je suis d'accord avec toi, Pablo. L'idée, c'est pas de dire on fait un minima, c'est qu'il faut une agriculture qui produise la biodiversité, mais pas dans l'absolu, aussi pour elle-même, pour se garantir un avenir. Parce que la biodiversité, c'est un facteur de production de l'agriculture, quelque part. Et il faut une agriculture qui soit aussi résiliente face aux aléas économiques. On voit bien qu'un grain de sable dans la grande mécanique mondiale, bon, je ne voudrais pas dire que la crise du Covid, c'est un grain de sable, évidemment, mais on voit bien que chaque aléa aujourd'hui peut avoir un coût très important pour tous les secteurs industriels ou économiques. Et pour l'agriculture, c'est d'autant plus vrai qu'on travaille avec le vivant. Donc moi, je crois aussi à la force de la preuve, quelque part. On a besoin, le modèle agricole actuel, uniformisé, mondialisé et simplifié, montre ses limites face à des crises qui sont là, en fait, et qui vont s'amplifier. Donc, on a besoin d'accélérer ça, mais je pense que le monde agricole, même s'il ne le dit pas encore, commence clairement à s'en rendre compte. Les résistances de certains ravageurs à certains pesticides, c'est pas pour inquiéter deux agriculteurs. Je pense que le monde agricole commencera à se rendre compte qu'il y a une difficulté. De là à passer à l'action, c'est là où on a besoin des pouvoirs publics. Mais je pense que le terreau est là pour se dire bon, on est allé absolument trop loin. Et du coup, des modèles de production comme là, l'agroforesterie, remettre l'arbre au cœur des systèmes agricoles, c'est absolument essentiel. L'arbre, c'est un outil magique. Mais ça va venir. C'est pas un choix, ça va venir. Exactement. Oui. Mais il faut actuellement, parce que avec la crise que l'on vit, il faut quand même saluer le boulot aussi quand même que font les agriculteurs parce qu'ils assurent actuellement. Après, évidemment, il faut que les choses évoluent, c'est tout ce dont on parle. Mais là, dans l'instant présent, c'est pas simple pour eux parce qu'ils trouvent pas non plus toujours de personnel pour bosser. Et ils sont quand même présents, quoi. Mais la question, c'est parce que tu disais, ça va venir. Je suis absolument d'accord. La question, c'est ça du pas de temps. Si ça vient dans 20 ans, c'est trop tard. Ouais. Non, mais c'est là, attendez. Est-ce que c'est déjà trop tard, mais c'est juste qu'on va avoir plus de mal. Oui, mais juste quand même, là, je devais aller voir les coopératives agricoles viticulteurs. Bon, il se trouve que ça n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais et je regardais tous les efforts qu'on fait. Alors, c'est les coopératives agricoles, mais qui sont d'ailleurs, ils sont beaucoup sont dans la Drôme, mais pas que, dans l'Hérault et tout ça, en Occitanie, et ils sont tous engagés sur le développement du bio, sur le développement haute valeur environnementale 3, avec il y a des ruches dans les vignes, etc. Donc il y a un effort de fait, ce monde-là qui était complètement utilisateur excessif d'intrants en viticulteur, ils sont en train de muter et ils veulent être dans 2 ans, je crois, complètement clair et clean du point de vue d'utilisation des pesticides. Donc il y a quand même une volonté, parce que d'abord ils voient bien. Et c'est ça, encore une fois, je reviens à ce qu'on a pu aborder en début de débat. Ce qui fait changer, c'est quand même la pression du consommateur citoyen. Il y a une exigence et une attente aujourd'hui qui fera qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, j'ai un petit chiffre pour finir. À Cuba, en 4-5 ans, ils ont fait un virage agroécologique, une transition hallucinante suite à l'effondrement de leur économie. Après 5 ans, un quart de la population
alors qu'ils avaient ravagé leur paysannerie. Hein. C'était un pays industrialisé, ils avaient pas beaucoup d'agriculteurs et c'était tout mécanisé. Et après 5 ans de transition forcée, un quart de la population était dans l'agriculture. Ouais. Donc vous imaginez si on a des ruptures majeures là, dans 5 ans, 20 millions de Français sont dans l'agriculture. Et ils ont appris vite. Voilà, c'est tout. Donc soit on le fait maintenant, on l'anticipe, soit on va le faire à l'arrache et ça va être dur pour tout le monde. Ouais. Il y aura pas, et Pablo, il y aura pas assez de terrain. Ça risque d'être un problème. Mais tu On n'a pas. rigoles, il y a des terres partout. Ah bon, parce que on diminue les terres agraires. Je crois que c'est l'équivalent d'un département tous les 10 ans qui est Ouais, minéralisé. d'accord. D'accord, Ouais, mais il y a deux choses. Un, on peut débétonner les parkings, les routes. ah oui, 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 oui. Et deux, au Bec et Loin, ils montraient qu'on peut faire un équivalent temps plein pour 1000 mètres carrés. Donc, Oui. 10 équivalents temps plein par hectare. Donc, si tu reprends et tu renationalises, je sais pas comment tu fais, tu reprends des terres, des bonnes terres de la Beauce, tu le distribues à plein de néo-ruraux, mais bien formés et motivés, organisés, il y a moyen de produire, quoi. Sans compter l'agriculture périurbaine et urbaine. Bon, merci beaucoup. Alors, on n'a pas. Ouais. Pardon, vas-y Pierre. Excuse-moi. Non, je me demandais juste, on n'a pas reparlé, il y a eu plusieurs questions sur les entreprises, donc globalement, j'aurais voulu avoir votre avis à tous. Est-ce que vous pensez que les entreprises notamment les dirigeants d'entreprises, ont une marge de manœuvre pour se transformer vers des modèles résilients? C'est pour en gros synthétiser tout ce qui a pu être posé sur les entreprises. Il y a une personne qui dit, globalement, par exemple, la grande distribution agit. C'est des choses un peu parfois anecdotiques, genre arrêter les sacs jetables. Mais la RSE semble traiter à côté du cœur de métier, c'est-à-dire l'offre. Qu'est-ce qui freine les enseignes à mettre en avant de manière plus volontaire des produits plus vertueux? Bah c'est là aussi, et genre, ça rejoint ce que j'ai pu déjà dire. Ils ont pas le choix. Là aussi, c'est une question de pérennité pour eux. Donc la résilience voulant dire l'adaptation au contexte, hein. C'est ça que ça veut dire la résilience, hein. C'est l'adaptation à l'époque. On pourrait dire. C'est d'aller vers des produits beaucoup plus vertueux, plus, je le disais, des produits plus réconciliateurs, respectueux de l'environnement, respectueux de la santé, respectueux de l'emploi, respectueux du Made in France, de la rémunération des paysans, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui comptent désormais. Hein. Et il y a une attente de ce point de vue-là, il y a une attente d'engagement, il y a une attente de responsabilité nouvelle. Donc les entreprises, elles ont à s'engager sur l'intérêt général. Autrement, elles ne seront plus. Hein, voilà. Pour répondre à la demande. Pour répondre à la demande. Parce que sinon, ils ne survivent pas. Entre autres. Mais ils peuvent le faire volontairement. Hein, Ah oui, mais ils sont que l'on soit aujourd'hui convaincu ou que l'on soit cynique, il y a besoin d'aller sur ces engagements-là, d'accompagner les transitions, de tenir compte des problèmes du climat, etc. Et je vois toutes les entreprises y vont. Hein. Même le diable Cargill va faire du bio. On est sauvés. Allez, on est sauvés. Ouais, ça fait plutôt peur. Bon, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé. Merci à vous trois. Je vais vous poser une toute dernière question. Est-ce que vous avez un livre, un film, un documentaire, une série à nous recommander pendant cette fin de confinement? Alors, on en a parlé, Frédéric Laloux, sur réinventer les organisations. C'est génial, génial. Comment on revoit la raison d'être, comment on enlève les hiérarchies, la compétition, tout ça. C'est vraiment magnifique, un best-seller mondial déjà depuis quelques années là. Voilà. Et puis une BD, Simon du Fleuve. On parlait des années 70. Ils ont publié l'intégrale d'une BD post-apocalyptique des années 70 qui est absolument géniale. Simon du Fleuve en 3 tomes intégral. Ah, c'est du bonheur. Super. Merci beaucoup, Pablo. Merci pour ton temps. C'était passionnant, tout ça. Et vous n'avez pas de conseils, là? Nous, non, on anime.
Moi, si. Ben, alors, à la rigueur, moi, je suis sur les furtifs de Alain Damasio en ce moment. Là. C'est génial. Ça parle d'évolution, ça parle de résilience, de désobéissance, de ZAD. C'est parfait. Amandine? Moi, j'ai pas le petit livre à montrer comme ça parce qu'il n'est pas là. Quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à un livre que j'ai beaucoup aimé qui lui demandait là un long chemin vers la liberté. Bon, forcément, c'est un livre qu'il a écrit en prison, 27 ans enfermé, donc toute ressemblance avec le contexte. Enfin bref. Non, ce qui est intéressant, c'est l'introspection qu'il a faite et puis voilà, le fait qu'il raconte toutes ces réflexions et cet élan qu'on peut trouver, cette solidarité qu'on trouve même dans ces moments difficiles. Et par ailleurs, Mandela avait fait un potager en prison. Voilà. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est beaucoup d'enseignements. Ok. Merci beaucoup, Amandine, pour ton temps. Serge? Oui, un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La seconde vie du philosophe François Julien. C'est assez marrant, on pourrait le transposer parce qu'évidemment il parle de la vie d'un individu, mais au fond il dit, et ça pourrait tout à fait convenir symboliquement à ce que l'on vit, il dit la première vie on la choisit pas. Parce que c'est souvent les circonstances, les opportunités. C'est vrai, c'est ce qu'on vit en général quand on vit sa vie professionnelle. Et puis la seconde vie, il dit il faut que ça soit la vie qui choisisse pour vous. Et d'une certaine manière, la vie nous envoie ce message en disant faites les bons choix maintenant, parce que via le viatique qu'est le virus, elle nous dit dans cette seconde vie qui vous est offerte, faites les bons choix. Donc, je vous invite à lire ce livre qui est intéressant. Et puis, Pablo me faisait penser, si vous voulez relire des BD, il faut relire Margerin des années 70. Ah oui, lisez Margerin, c'est un peu rock'n'roll et ça va vraiment vous détendre, voilà. Ou les vieux fourneaux, par exemple. Ah ouais, excellent. C'est parfait, ça. Pierre, tu veux partager une œuvre? Je n'y ai pas réfléchi particulièrement. En revanche, il y a un bon documentaire qui va sortir prochainement au cinéma qui s'appelle Quand on sait. J'encourage tout le monde à aller voir ça quand ça va sortir. Ouais, j'ai vu. C'est sur le parcours d'un homme qui se plonge dans la collapsologie, comment il le vit émotionnellement et ce qu'il traverse en fait en découvrant petit à petit toutes ces données. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le monde. À très bientôt. Mercredi prochain, nouvelle session en live. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Portez-vous bien. À très bientôt. Non, rien. Salut. Non. Salut. Au revoir à tous. Salut. Merci. Salut. Alors.